j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et je suis d'autant plus heureuse puisque vous l'aurez peut-être remarqué, mais la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne tout simplement parce que mon copain était de nuit. C'était assez compliqué de trouver le bon moment pour filmer, de trouver la bonne lumière aussi. Donc ça m'a manqué quand même de papoter avec vous, de parler bouquins. Donc aujourd'hui c'est parti, ça y est, on reprend les bonnes habitudes. J'ai pas tourné mais j'ai quand même pas mal lu, donc on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. J'ai pas voulu toutes les inclure dans un update parce que je pense que ça aurait fait une vidéo bien trop longue. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a un petit changement de décor puisque je vais maintenant, je pense, toujours filmer dans la chambre d'amis. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de meubles dans cette pièce, donc j'espère que ça ne résonne pas trop. Et derrière, c'est encore un peu nu, un peu impersonnel, donc petit à petit, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les projets de trouver des cadres, des tableaux qui pourraient aller ici et qui pourraient faire un fond pour les vidéos. C'est la pièce de la maison qui est la plus lumineuse, je filme juste en face le Velux. Et là, la lumière est quand même assez potable, je pense, mais vous verriez en bas, il fait tellement gris aujourd'hui que la luminosité est pourrie. En plus de ça, je filme assise sur le lit, donc c'est vraiment voilà, posé, cosy, cocooning, comme j'aime. Petit à petit, il y a les bibliothèques qui vont arriver aussi, mes livres qui vont s'installer dans cette pièce, donc ça va devenir, en plus de la chambre d'amis, un petit peu ma pièce, et la pièce entre autres, où je vous retrouve, où je papote avec vous bouquins. Donc voilà, je suis super contente de cette nouvelle organisation. Et puis ça y est, trêve de blabla quand même, on va éviter que cette vidéo ne dure 30 minutes. Et on va commencer avec le premier livre que j'ai terminé. C'est un 3e tome de trilogie, donc ça me fait une saga terminée. Je suis contente parce qu'en ce moment, au niveau des sagas, comme je ne peux pas aller à la bibliothèque, et ben j'avance pas mal dans celle que j'ai et ça c'est plutôt chouette. Donc j'ai lu Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol, paru chez Le Livre de Poche. Donc c'est le 3e tome de la saga Joséphine Cortez. Alors dans cette trilogie, on y suit le personnage, entre autres de Joséphine Cortez, qui est maman de 2 filles, Hortense et Zoé. On suit aussi dans les premiers tomes sa sœur Iris. Alors Joséphine et Iris, c'est vraiment les deux opposés. Autant Joséphine est une personne qui est très intellectuelle, elle est agrégée, il me semble d'ailleurs, d'histoire, et elle est spécialisée dans le XIIe siècle, dans le Moyen-Âge. Iris, quant à elle, est beaucoup plus basée sur l'apparence physique. C'est une femme qui est extrêmement belle et qui le sait. Épousée Philippe, quelqu'un de très riche, elle mène une vie assez oisive. C'est deux personnes qui sont vraiment complètement différentes. Donc on va suivre leur vie, on va suivre leur quotidien et je vous en dis pas plus. C'est vraiment une trilogie qui est pas facile de résumer. Les 3 tomes sont quand même de sacrées bricasses. Là, ça fait presque 1000 pages. Il se passe bien évidemment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Et c'est grâce à cette trilogie que j'ai pu entre autres découvrir La Plume de Catherine Pancol, qui a un style que j'aime beaucoup. C'est une écriture qui est simple, qui est fluide, qui se lit vraiment toute seule, mais qui dissémine comme ça, par-ci par-là, de belles leçons de vie. Il y a des passages qui sont très poétiques. Vous voyez, encore une fois, dans ce 3e tome, j'ai mis pas mal de petits post-it à citation parce que il y a pas mal de réflexions, pas mal de tournures de phrases, soit que j'ai trouvé jolies, bien tournées, pleines de vérité, ou alors qui me parlaient pour des raisons précises. Le premier tome de la saga, donc Les yeux jaunes des crocodiles, je l'avais beaucoup aimé. Ça a été voilà ma découverte avec les personnages, avec le style, avec la plume, avec les différents sujets abordés dans cette saga. Le 2e, je pense que je l'ai encore plus apprécié que le premier parce que il y avait un côté suspense en plus, il y avait un petit côté thriller très léger que j'avais beaucoup aimé. Et le 3e, eh bien malheureusement, c'est celui que j'ai le moins aimé de la trilogie je pense, ça l'a pas totalement fait. On va commencer par le positif, bien sûr, toujours la plume, le style de Catherine Pancol, ça fonctionne à tous les coups. Les personnages, ça a été un plaisir de les retrouver puisque bien sûr sur 3 tomes de presque 1000 pages, bah, ça fait un bon petit moment qu'on les côtoie, ça fait un bon petit moment qu'on vit leur vie à leur côté. Donc c'était un petit peu comme rentrer à la maison, comme retrouver des amis, ça m'a beaucoup plu. On a pas mal voyagé avec ce 3e tome, on a eu de belles descriptions de Paris, de New York aussi, de Londres également, donc ça c'est un aspect qui me plaît toujours et qui a été très bien fait de la part de Catherine Pancol. Malheureusement, je pense que pour les points positifs, ça y est, c'est terminé, on va s'arrêter là. Parce que comme je vous le disais, j'ai pas complètement, totalement adhéré à ma lecture, même si ça n'a pas été un mauvais moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Voilà, j'ai vraiment
peiné à avancer et peiné à terminer ce livre qui, comme je vous le disais, fait quand même presque 1000 pages et il n'y avait pas besoin. Franchement, il n'y avait pas besoin selon moi d'autant de pages. Des digressions inutiles, on a des points de vue de personnages qui n'apportent rien, ni à l'histoire, ni à la beauté du texte, ni ces petites leçons que j'aime bien retrouver dans les textes de Catherine Pancol, comme je vous disais. Voilà, des passages qui n'apportent rien, si ce n'est des pages pour des pages, des lignes pour des lignes. Et ben, je trouvais que ça apportait une certaine lourdeur. L'autrice est vraiment éparpillée dans tout un tas de trucs, ça donne quelque chose d'assez fouillis. On sent que c'est le dernier tome, voilà, je bouclais l'histoire un petit peu de chacun des personnages. En plus, certains personnages, on les retrouve dans son autre saga Muchachas. Je voulais lire Muchachas quand j'aurais terminé cette trilogie-là. Mais je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps quand même. Si je lis des livres de Catherine Pancol, ce sera probablement des one-shots parce qu'il va falloir le temps que je digère cette saga-là et surtout ce troisième tome qui, dans l'ensemble, a été quand même une petite déception. J'ai refermé le livre, j'ai tourné la dernière page en me disant « Ouais, tout ça pour ça ». Les personnages, je pense notamment à Hortense, m'ont par moment mais tapé sur le système. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le moins bon de la saga, mais de toute façon je vous ferai une vidéo saga terminée sur l'ensemble de la trilogie. C'est une trilogie que je vous recommande tout de même parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'histoire aussi, j'aime beaucoup les sujets abordés. J'ai passé de très bon moment de lecture, même si avec ce tome 3 ça l'a un peu moins fait, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, mais ça me fait une trilogie terminée et ça, je suis plutôt contente. Je me rends compte là que dans la vidéo d'aujourd'hui on ne va parler que de suite de saga puisque j'ai ensuite lu Rose Arbor in Bloom de Debbie Macomber. Donc je l'ai lu en VO, c'est le deuxième tome de la saga La Rose Retour à Cedarcove. Donc ce tome là est paru aussi en français sous le titre Printemps à la Villa Rose. C'est paru en grand format chez Charleston et en poche chez J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, il me semble. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais vous résumer quand même assez rapidement. La saga La Villa Rose, elle s'appelle comme ça en anglais, donc je vais la nommer comme ça. Il suit principalement le personnage de Jo Marie. Elle a perdu malheureusement son mari à la guerre, c'est assez difficile, elle a du mal à s'en remettre, mais voilà, elle a envie de faire quelque chose, elle a envie de changer complètement de vie, de prendre un nouveau départ, et il va y avoir une super opportunité puisque la maison d'hôte de Cedarcove va se retrouver en vente et Jo Marie va avoir un énorme coup de foudre pour cette maison et va même entendre dans ses pensées son mari lui dire que cette maison c'est l'endroit dans lequel elle va guérir et l'endroit dans lequel tous les pensionnaires, toutes les personnes qui viendront loger à la Villa Rose vont eux aussi guérir. Donc voilà, elle utilise l'argent qu'elle a pu avoir suite au décès de son mari pour refaire sa vie et pour gérer cette maison d'hôte qu'elle va appeler la Villa Rose. Du nom de son époux. Jo Marie, c'est un personnage qui est vraiment très touchant. Son histoire, je trouve qu'elle est vraiment bien amenée, elle est vraiment bien développée. Et dans ce deuxième tome, on va apprendre de nouvelles petites choses et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée. En parallèle du personnage de Jo Marie, on a aussi dans chaque tome 2 histoires en parallèle qui sont les histoires des pensionnaires de la Villa Rose. Et dans ce deuxième tome, on va y rencontrer le personnage de Marie qui est atteinte d'un cancer et qui vient à Cedarcove à la fois pour faire le point un petit peu sur sa vie, mais puisqu'elle sait qu'en étant à Cedarcove, elle va être pas trop loin de personnes qui ont compté pour elle dans le passé. Elle sait pas vraiment si elle va les contacter, si elle va aller les voir ou pas, mais juste savoir qu'elle est proche de ces personnes, elle pense que ça va voilà, lui apporter quelques petites choses. Et à côté de ça, on a une autre femme, je ne sais plus du tout son nom, qui est organisatrice d'événements et qui va arriver à Cedarcove pour un grand événement puisqu'elle va organiser les 50 ans de mariage de ses grands-parents. Donc on va suivre à la fois cette femme mais aussi ses grands-parents qui vont débarquer. Ses grands-parents, pour elle, c'est vraiment le modèle de l'amour ultime, des personnes qui ont toujours des gestes attentionnés l'un envers l'autre. Voilà, pour elle, la relation idéale, c'est vraiment celle de ses grands-parents. Seulement voilà, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu, sinon c'est pas drôle, il n'y a pas forcément d'histoire. Quand ils vont arriver à la Villa Rose, ils ne vont faire que de se chamailler, que de se disputer, pour ci, pour ça, et pour 3 fois rien. La jeune fille ne les a jamais vus comme ça, elle ne sait absolument pas ce qui se passe. En plus de ça, ses grands-parents sont arrivés avec leur voisin, un jeune homme auquel la jeune femme n'a pas été insensible par le passé. Elle vient tout juste de se remettre d'une rupture, elle a rompu avec son fiancé. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, avec l'histoire de Jo Marie, c'est les 3 histoires qu'on va suivre en parallèle dans ce deuxième tome de la Villa Rose. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà dit, j'ai aimé retrouver Jo Marie, mais j'ai aimé aussi retrouver l'ambiance de cette saga. C'est une saga qui me fait beaucoup penser à Virgin River parce que on a cet aspect petit village, on a cet aspect
petite communauté, feel good, voilà, on s'entraide les uns les autres, il y a vraiment quelque chose d'apaisant dans ce village, c'est vraiment des lectures doudou, des lectures cocooning, mais qui malgré tout vont aborder des sujets lourds, vont aborder des sujets importants. Là on va quand même parler de rupture amoureuse avec la jeune femme dont j'ai oublié le nom, on va parler de maladie à travers le personnage de Marie, et plein d'autres sujets dont je vous dis rien, bien sûr pour pas vous spoiler, il faut garder quand même un petit peu de mystère, mais voilà, ces sujets lourds sont abordés, mais dans une ambiance qui reste quand même assez cocooning, et c'est vraiment très bien dosé, c'est vraiment très bien fait, et ça a encore une fois complètement fonctionné avec ce deuxième tome. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a aussi une continuité avec le premier tome, puisque à la fin de celui-ci, on va avoir quelques petites nouvelles des personnages qui étaient les pensionnaires du tome précédent, et c'est des personnages que j'avais beaucoup aimés. Ça m'a fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles, j'ai trouvé que c'était bien amené. Les histoires abordées à travers les deux pensionnaires sont très intéressantes, sont bien menées également, même si elles m'ont moins intéressée, elles m'ont moins captivée que celle du premier tome, et je pense que c'est principalement puisque les deux femmes m'ont énervée à plusieurs reprises de par leurs réflexions, de par leur comportement, et j'ai trouvé qu'elles ressassaient toujours les mêmes choses encore et encore, ce qui a apporté un aspect un peu lourd au texte, un petit peu redondant, un petit peu répétitif. Ça c'est dommage, j'avais vraiment cette impression de tourner en rond. Après le personnage de Jo-Marie et son histoire, le personnage de Marc aussi, voilà, je trouvais que ça remontait un petit peu ça. C'était des passages qui avançaient un petit peu plus, cassaient un petit peu cet aspect, on tourne en rond, on répète toujours la même chose et on fait toujours les mêmes actions. Voilà, les histoires des pensionnaires, bien que j'ai trouvé les sujets intéressants, bien que j'ai trouvé que c'était bien mené, les personnages, je m'y suis pas attachée totalement, complètement, puisque comme je vous le disais, dès le début, voilà, il y a quelques petites choses qui m'énervaient un petit peu, quelques petites choses qui me dérangeaient un petit peu. Les résolutions finales, notamment pour le personnage de Marie, il y a quelques petites choses qui me dérangent aussi, je vous en dis pas plus. Bref, ça m'a pas complètement convaincue, mais ça a quand même su me transporter, je me suis retrouvée à Cedarcove, c'est toujours un plaisir de plonger dans cette saga, ça fonctionne vraiment super bien, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite chaudement à découvrir cette saga, je pense qu'elle est parfaite pour l'été, pour les beaux jours, même s'ils sont plus trop là en ce moment, c'est vraiment la lecture posée sur un transat. Je prends un livre de cette saga, je suis presque sûre de passer un bon moment. Et on va terminer avec un tout petit livre, puisqu'il s'agit d'un tome compagnon à la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, que j'ai lu Cœur sucré, donc c'est le tome 5,5 et c'est paru aux éditions Nathan. Alors je pense qu'on n'a plus forcément besoin de résumer la saga Les filles au chocolat, puisque elle est quand même assez connue maintenant, c'est une saga de littérature jeunesse qui a été adaptée en bande dessinée aussi. Dans cette saga, on y suit dans le premier tome le personnage de Chérie. Chérie, elle vit avec son père, elle a perdu sa mère et son père va retrouver quelqu'un. Donc elle va aller emménager chez cette femme qui a déjà 4 autres filles et chaque tome est centré sur l'une des filles, donc le premier sur le personnage de Chérie, et à travers chacun des personnages, on va aborder un sujet en particulier et je trouve que c'est des lectures qui sont vraiment très fraîches, très légères et qui pour la jeunesse, mine de rien, abordent quand même des sujets importants, des sujets dont il faut parler. Il y en a certains que j'ai trouvé un petit peu plus lourds que d'autres, mais ça a toujours été bien mené, j'ai toujours passé un excellent moment. Après c'est de la jeunesse, voilà, c'est écrit gros, ça se lit très vite, c'est une écriture vraiment très simple, très fluide. Et dans ces tomes compagnons, on apprend à connaître un petit peu plus des personnages secondaires. Dans ceux que j'ai pu lire pour l'instant, c'était les petites amies des filles qu'on a pu rencontrer dans les tomes principaux. Donc ici dans ce tome 5,5 on va avoir 2 petites novellas. On va suivre dans la première partie le personnage de Tommy qui est le petit ami de Summer et qui veut pour son anniversaire, qui tombe en plus de ça le même jour que la Saint-Valentin, faire vraiment quelque chose d'énorme, faire vraiment quelque chose qui va marquer les esprits, d'autant plus que Summer n'est pas forcément en grande forme. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le tome consacré à Summer, mais voilà, il veut vraiment lui remonter le moral, il veut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Summer a une sœur jumelle qui s'appelle Sky et il se dit que autant faire un truc avec le copain de Sky, un petit truc tous les 4 pour marquer leur anniversaire. Et la deuxième petite novella est centrée dans une école de danse, puisque Summer est une grande passionnée de danse. Et on va ici y suivre une histoire très touchante qui est celle d'un personnage dont j'ai oublié le nom. Ça fait un petit moment que j'ai terminé ces lectures. C'est une des camarades de l'école de danse de Summer et elle a pu rentrer à la Rochelle Academy, qui est une école de danse prestigieuse, à grande renommée. J'ai beaucoup aimé ce tome compagnon, il fait une centaine de pages environ. Ça se lit vraiment super rapidement, mais pour parler de la première nouvelle déjà, la nouvelle qui est du point de vue de Tommy,
j'ai beaucoup aimé. Voilà, Tommy c'est un personnage qui est très attachant, c'est un grand blagueur, c'est un grand sensible aussi et on ressent vraiment son amour pour Summer. C'est une nouvelle qui est très courte mais en très peu de pages j'ai trouvé que l'histoire était bien menée. J'ai beaucoup aimé avoir le point de vue de Tommy sur la situation de Summer. C'est assez difficile de vous en parler sans vous spoiler donc je fais du mieux que je peux. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et la deuxième histoire, je m'y attendais absolument pas puisque d'habitude dans cet homme compagnon on n'a qu'une seule petite histoire. Mais ça a été une agréable surprise, comme je disais, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Que la jeune fille qu'on va suivre dans cette deuxième novella manque énormément de confiance en elle. Donc toute une réflexion là-dessus et toute une réflexion aussi sur le lâcher prise. Voilà, si on vous donne une chance, c'est que des personnes ont cru en vous et si elles ont cru en vous, il y avait une raison. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Et voilà, c'est son maximum, se libérer. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire, c'était très court encore une fois, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. En une 50aine de pages seulement, on voit vraiment l'évolution de ce personnage. Donc chapeau Cathy Cassidy pour ce nouveau tome compagnon qui était vraiment aussi bon que les tomes principaux. Je pense que plus tard, quand j'aurai vraiment terminé tous les tomes compagnons, que j'aurai envie voilà, de quelque chose de frais, de léger, de me replonger dans cette ambiance des filles au chocolat, et bien je me tournerai vers les bandes dessinées, puisqu'en plus de ça, les dessins ont l'air vraiment super sympas. Voilà, ça y est, c'en est tout, c'est déjà terminé pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère encore une fois qu'il n'y a pas trop d'écho et que ce nouveau décor, pour l'instant un petit peu nu, vous plaît quand même. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous bien évidemment de très belles lectures. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pâle. Je ne vous en dis pas plus, prenez grand soin de vous. Bye bye!